Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant les initiatives et surtout les personnes qui font de grandes choses. Et aujourd'hui, nous en avons deux. Et oui, on va commencer par vous, Evelyne Gomis. Alors, bienvenue à vous. Vous êtes la fondatrice de Easy Collé, une école destinée aux afrodescendants. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons notre cher Cheikh Amadou Bamba Ndiaye. Et oui, l'écrivain, l'auteur du livre Soleils Invincibles et pas que. Il est avec nous sur le plateau pour nous présenter cet ouvrage. On l'accueille, s'il vous plaît. Très content d'être ici. Chers invités en face de vous, vous avez bien sûr nos chroniqueurs, à savoir Monsieur Mr. L. Comment allez-vous, Mr. L? Ça va, impeccable. Impeccable, Content toujours. de revenir. Ouais. Exactement. Toujours en voyage. Hein. Alors, Monsieur Mr. L est toujours en voyage, donc il parcourt l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ouais, je suis très content de vous retrouver. Avec grand plaisir. Exactement. En plus, avec vous, on va parler de couture, on va parler de business, on va parler de plein de choses. Alors, encore une fois, bienvenue. Et Babadem, bien sûr, Babadem, le grand Babadem. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir encore ici sur le plateau. Pour le coup, vous ne nous avez pas dit de quoi vous alliez nous parler. On a hâte de savoir. C'est quoi Moi, le c'est la sujet? chasse au miel. C'est une petite la chasse au miel en Tanzanie, par un peuple, l'un des derniers peuples, on va dire, un peu primitif d'Afrique. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est original. Je vous ai senti réagir. Vous connaissez? Vous avez déjà chassé le miel? C'est comment? Non, j'ai juste hâte d'écouter. Ah oui, bah oui, forcément, un écrivain aime ces histoires un peu insolites. Et Babadem, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Pour moi, nous avons deux inventeurs kenyans qui vont réaliser une invention pour les personnes amputées au niveau local. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont créé. Toujours de bons profils qu'on promeut ici dans l'émission Diaspora Africa. Alors moi, vous le voyez, je suis vêtue d'un maillot que Esprit Démène, l'association française qui se bat contre le paludisme, m'a offert un super t-shirt Team Zéro Palu. Effectivement, le 25 avril, vous le savez tous, c'est la lutte mondiale, c'est la journée mondiale contre le paludisme. Voilà, une maladie, encore une fois, qui sévit énormément en Afrique principalement, bien sûr aussi en Asie, aux Antilles, mais principalement sur le continent africain. Et donc, on essaie de lutter contre cette maladie à différents niveaux. Et le 25 avril, tout le monde se lève pour lutter contre cette maladie qui tue trop de personnes encore aujourd'hui. Voilà, le message est passé. Et puis, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, exceptionnellement, le quiz sera autour du paludisme. Vous avez des buzzers, vous vous demandez à quoi ça sert? Ah oui, je vous parle de quiz, vous vous dites mais à quoi ça sert? Alors vous jouez, mesdames et messieurs, on apprend ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors je vais vous poser quelques questions, vous répondez, vous gagnez des voyages et puis tout le monde est content. Voilà, en résumé. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de commencer. Alors, chère Evelyne, cher Cheikh Bamba, on voyage sur Diaspora Africa. On essaye de commencer cette émission avec, en beauté, avec un voyage. Et là, c'est destination. Alors je regarde le Bénin, un pays que j'affectionne tout particulièrement. Alors ici, on promeut les destinations africaines. Et c'est parti, let's go to Bénin. L'ambition du Bénin depuis 2016 est de faire du tourisme un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement à l'international. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, on y retrouve plusieurs attractions, l'esplanade de l'Amazone, le mur graffé le plus long du monde, avec des signatures comme le célèbre artiste brésilien Eduardo Cobra, les jardins de Mathieu où trône l'obélisque, dédié aux dévoués à la patrie. La route des pêches, une route à vocation touristique, débouche sur la porte du non-retour à Ouida. À Abomey, le musée des rois et des Amazones de Dahomey est en cours de réalisation. À Porto Novo, jadis grand royaume aussi, la construction du musée international du Vaudon et la réhabilitation des musées adandés et romains permettront d'avoir une meilleure compréhension du Vaudon. Ganvier, la cité lacustre,
est un patrimoine unique au monde. L'ambition du Bénin est de faire de ce lieu une destination authentique, atypique et originale. Le plus grand parc animalier de l'Afrique de l'Ouest se trouve au Bénin. Le parc de la Pendjari veut entretenir cette réputation. Enfin, de nouvelles agences touristiques ont aussi vu le jour pour créer toutes les conditions du succès durable de la destination Bénin. De la vision à la réalité, bienvenue au Bénin. Encore. Franchement, on n'avait pas envie de revenir sur le plateau. On était bien, hein, ça donne envie. Alors, qui a déjà été au Bénin ici sur le plateau? Jamais. Okay. Mais franchement, là, en plus, après avoir vu ce reportage, j'ai encore plus envie d'aller. Je trouve que c'est une destination qui est fantastique. Et au-delà de ça, le Bénin a vraiment travaillé sur son soft power, en fait. On parle beaucoup de soft power à l'américaine, mais je pense que le Bénin est vraiment un exemple de soft power à l'africaine. Exactement. Moi, je n'y suis pas encore allé, mais j'ai grandi avec des Béninois. D'accord. Bon, c'est différent quand même, mais c'est bon. Différent. On écoute. C'est différent, mais j'ai grandi avec le Bénin et avec une douzaine de nationalités africaines à travers le Prytanée militaire de Kadiogo au Burkina Faso, donc, qui a une vocation panafricaine. Et donc, cela fait que j'ai une immersion, mais à travers Et ils sont sympas, les Béninois? Je les adore. D'accord, ok. C'est qu'ils ont un beau pays et en même temps ils sont sympas. Franchement, ça donne envie d'aller découvrir le Bénin. Et vous, Après, j'ai découvert le mur là, qui apparemment c'est le plus long mur. Et une deuxième chose que j'ai découvert, c'est quand la personne a dit Dahomey. Alors que d'habitude, j'ai dit Dahomey. Donc. Moi, j'ai jamais été, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis béninois avec qui j'ai été élevé. Donc j'ai découvert la gastronomie, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et ensuite, ça a été annulé. Et j'aimerais bien, effectivement, découvrir ce beau pays, surtout après ces images, ça donne vraiment envie. En tout cas, le message est passé. L'Office du tourisme du Bénin, le ministère du tourisme du Bénin ont fait un appel. Voilà, on va tourner l'émission Diaspora Africa sur la scène avec la grande guerrière, la Amazone, exactement. Donc, on attend l'invitation. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici, à la barre, notre premier invité. Eh bien, oui, c'est vous, Cheikh Amadou Bamba Diaye. Venez nous présenter votre livre Soleils invincibles, présence africaine. On vous attend. Alors, bienvenue à vous, cher monsieur Bamba Diaye. Alors, on va commencer. Vous êtes, écoutez bien, vous êtes titulaire, excusez-moi, mesdames et messieurs, pas de 1, pas de 2, pas de 3, mais de 4 masters. Et oui, mesdames et messieurs, 4 masters. Le rêve de tous les parents, et notamment les parents africains. Hein, on vous voit, les parents africains, derrière la télé, en disant « Ouais, bravo, mon fils, bravo !» Alors, en droit, donc... Dans les écoles, Sciences Po Paris, Panthéon-Assas. Il est aussi titulaire d'un master en communication à l'université Paris-Saclay et en gestion publique à l'université Paris-Dauphine, à l'ENA, hein, tout simplement, et l'ENA. Et vous poursuivez actuellement votre spécialisation en contentieux des investissements au Boston College Law School, donc aux États-Unis. Voilà, monsieur, on peut l'applaudir, bravo. Et ce n'est pas terminé. Monsieur aussi a une belle plume, écrivain depuis l'âge de 17 ans. Monsieur écrit, donc il a été salué même par le président de la République du Sénégal. Vous avez été aussi auteur du blog Assumer l'Afrique, donc très jeune déjà, très patriote et très revendicateur un peu pour l'Afrique. Et vous avez écrit plusieurs recueils de poésie, vous écrivez en wolof, en français, en anglais. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les identités plurielles, ça c'est important pour vous, et surtout les aspirations que doit avoir la jeunesse africaine, et ça c'est très important. Donc là, on est venu ici pour parler de votre livre « Soleils invincibles », mais avant, moi, question que je souhaite vous poser, c'est vrai que finalement, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt quelqu'un spécialisé en droit qui a pour objectif de poursuivre une grande carrière internationale dans le droit, en France, aux États-Unis, en Afrique, ou au contraire, non, c'est l'écriture qui vous intéresse le plus?
peut-être les deux, éventuellement. Déjà, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je suis très content d'être ici et de m'adresser à tous qui nous regardent. C'est une question très difficile à poser à une personne qui pense que l'intelligence, ou en tout cas l'éducation de façon générale, a une vocation pluridisciplinaire. Et je pense que la polyvalence est une valeur que j'apprécie particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle il me serait presque impossible de dire si j'ambitionne d'être que écrivain ou que juriste ou que politiste ou quoi d'autre, je ne sais. Dans la mesure où je pense que ce sont des activités complémentaires. Moi, je ne vois pas ces choses, ces qualités comme des superpositions. Je les vois juste comme des enrichissements perpétuels. Et je pense que mon objectif, en tout cas, la devise de l'école qui m'a formé, c'était s'instruire pour mieux servir. Et par là, j'entends que la vocation ultime de cette formation ou de nos parcours ou de nos activités d'écriture ou de toute autre activité, c'est juste de venir à la fin être en mesure de répondre à des besoins, ceux de nos populations, et de mieux représenter les intérêts de nos populations. Donc, juste une question, s'instruire pour mieux servir, c'est pas le Prytanée militaire? C'est le Prytanée militaire, wow. Oui. Donc ça, on aurait pu aussi rajouter. Exactement, je l'avais, mais je me suis dit que ça allait trop long, effectivement. Donc vous avez passé donc, très jeune, vous avez été à Kadiogo, c'est ça? Oui. Au Burkina Faso, où c'est là où finalement que tout a commencé, notamment le mindset a été formé pour exceller. Donc racontez-nous rapidement, c'est quoi ce lieu-là où tout le monde rêve d'aller, notamment les jeunes? Le Prytanée militaire, c'est une école où on y accède dès la classe de 6e, donc dès l'école primaire. Après le CM2, il y a un concours qui est organisé souvent avec quelques milliers de jeunes de CM2 et on prend une cinquantaine d'admis. Et parmi cette cinquantaine d'admis, on prend aussi une dizaine que l'on répartit dans les différents pays, de sorte à ce qu'on ait, par exemple, au niveau du Sénégal, une quinzaine de nationalités de toute la sous-région. Et pareil, on a le même modèle au Burkina, on a le même modèle au Bénin dont on vient de parler, et ainsi de suite. Et donc, c'est une école qui forme à la fois les futurs cadres civils et militaires. Donc, on devine bien qu'on associe l'enseignement académique habituel, général, à une formation plutôt militaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, aussi que de mes 11 à mes 18 ans, je me suis retrouvé au Burkina pour y représenter le Sénégal. D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous avez commencé à exceller donc, et à faire tout ce qui est possible. Et je pense que ce n'est pas terminé. Je suis sûre qu'il y a un autre master qui va arriver. Alors, on ne vous a pas demandé de choisir. Pour le coup, vous n'avez pas choisi. Alors, on va parler de votre livre. C'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes là avec nous. Donc, Soleils invincibles. Donc, grand écrivain, mesdames et messieurs. Il faut absolument découvrir ce grand auteur. Donc, aux éditions donc, Présence africaine. Alors, c'est un livre qui nous concerne de près, de loin, un proche, quelqu'un de notre famille, un ami, parce que finalement, Dramane, c'est un étudiant, c'est un jeune qui, à travers lui, en fait, il y a plusieurs environnements qui vont être abordés, plusieurs environnements qui vont être touchés, plusieurs parcours de vie qui vont aussi être abordés. Donc c'est très intéressant parce que finalement, même si on n'est pas Dramane, finalement, on l'est un peu quand même. Et c'est une belle critique que je reçois là parce que je pense que le défi de l'écrivain, c'est d'amener toute personne tierce à vivre une réalité qui n'est pas forcément la sienne. Et effectivement, moi, j'écrivais ce texte avec l'ambition de secouer et de bousculer tout un chacun. J'ai tenu à ce qu'en lisant ce texte, on se dise que finalement, je connais quelqu'un où j'ai déjà été traversé par les idées qui sont les siennes. Et je pense que c'est d'autant plus réel que là, par exemple, le texte parle de sujets qui nous concernent directement, comme aujourd'hui la question des mémoires, comment faire la paix avec nos héritages passés. Ça parle aussi de la construction ou de la lutte de nos États, comment aujourd'hui le continent africain parfois peut être considéré par même ses propres enfants comme un continent un peu en retard, avec en tout cas des termes assez péjoratifs. Donc la dimension de la représentation, faire la paix avec et montrer que nous sommes inscrits dans une lutte très longue et que nous sommes un continent qui en réalité n'a rien envie à qui que ce soit, dans la mesure où sur le long terme, on voit que nous sommes un continent qui à chaque fois a perdu sa liberté, s'est évertué
à reconquérir cette liberté, et donc un continent qui est très jaloux de sa liberté. Et quand on est jaloux de sa liberté, je vois mal une autre qualité au-dessus. D'accord. Et pour le coup, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre-là, avec ces sujets-là? Pourquoi maintenant, pourquoi vous, jeunes trentenaires, décidez d'écrire cela? C'est un texte qui est plus âgé que cela, parce que j'ai passé 10 ans à l'écrire. Waouh! 10 ans. Mûrement réfléchi. Donc, je suis trentenaire, mais je l'écris depuis précisément mars 2015. C'est en mars 2015 que j'ai commencé à l'écrire. Et pourquoi ce texte en particulier et pourquoi avoir mis autant de temps et pourquoi maintenant? Je vous dirais que c'est tout simplement parce que j'avais là ce besoin d'aller jusqu'au bout des choses, avec l'ambition de faire tenir sur quelques pages, de très petites pages, l'histoire de tout un continent. Vous voyez donc que ça, c'est un défi presque impossible, parce qu'on voit comment l'Afrique est diverse, comment l'Afrique est préoccupée, ou en tout cas plusieurs sujets sur la table. Donc vouloir faire tenir le tout sur un bouquin, en plus sur de la fiction, et en plus avec le roman, c'était autant de défis. Et maintenant, pourquoi effectivement j'estimais nécessaire de passer autant de temps sur ce sujet? Parce que ce sont des sujets qui, en réalité, sont très réels. Aujourd'hui, on sait qu'entre 2014 et 2024, nous avons perdu près de 70 000 jeunes Africains qui ont essayé de s'exiler. Et donc, quand on parle aujourd'hui de Gaza, où on est dans les 50 000 ou les 60 000 décès, c'est affreux, parce qu'effectivement, c'est sur un temps très court. Mais nous aussi, de notre côté, on doit être intelligent, ou en tout cas penser à cet autre drame-là, qui, même s'il se passe sur le temps long, quand même nous prive de beaucoup de... Quoi qu'il en soit, une vie est une vie. Une vie est une vie. Et donc, déjà, le fait d'avoir à perdre des populations, surtout dans ces conditions, doit nous interpeller. Mais le fait aussi de voir que parfois, au sein même de notre jeunesse, on a un certain malaise parce qu'on ne sait pas vers où ça nous mène, ça nous interpelle davantage. Et donc, il y a là une nécessité d'interpeller tous les sujets qui préoccupent notre continent, mais également de donner des pistes de réflexion, ou en tout cas des pistes de meilleurs lendemains, pour que nous puissions aussi réinventer l'avenir, comme aimait à le dire le capitaine Sankara. D'accord, très bien. Alors, pour finir, c'est quoi le message? C'est-à-dire que s'il y a un seul message qu'on devrait retenir, c'est quoi? Vous direz que je fuis les questions, mais les écrivains évitent de donner un message en particulier, parce que j'estime que dans un texte, tout mot, même une ponctuation, est un message. C'est un ensemble. Pour le coup, je vais continuer avec ma question. C'est quoi? C'est l'espoir. C'est peut-être un terme comme ça. L'espoir, c'est comment dire, la résilience. C'est quoi? Comment vous définissez ça? C'est-à-dire que avec ça, vous allez être quoi? Avec Soleil invincible, et je pense que le titre là vend un peu la mèche. On est vraiment dans le registre de la dignité, dans le registre de la conquête et dans le registre de l'optimisme. Voilà. Ce sont des choses, là on a parlé plutôt des défis auxquels on est confronté, mais derrière ces défis, en tout cas en filigrane, ce que l'on montre, c'est effectivement cette résilience, et surtout c'est cette grandeur d'un continent qui est très attaché à son humanité et qui ne s'est jamais compromis vis-à-vis de cette humanité. Voilà, vous avez très très bien résumé ce livre, et ça nous parle, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à vous procurer le livre Soleils invincibles aux éditions Présence africaine. Cheikh Amadou Bamba Diaye est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Vous avez peut-être des questions rapidement? Ou peut-être non, un avis. Moi, je trouve que le sujet est vaste, et c'est vrai que ça explique aussi la durée, finalement, parce qu'il a voulu faire ça, les choses bien. J'aime bien ce qui est artisanal, c'est bien. Donc, en fait, le sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important, parce qu'effectivement, on a une perte de potentiel, etc. Et il faut donner un peu d'espoir à nos jeunes pour qu'ils aient de moins en moins envie de s'exiler ailleurs, et de plutôt rester et de développer notre continent, c'est clair. En plus, on apprend des choses, même un point est un message chez les écrivains. Mais oui, et surtout qu'on est en pleine actualité de ces migrants, de ces jeunes qui continuent à partir. On a vu récemment, si on doit le dire, le jeune Sénégalais qui a été tué au Brésil.
parce que c'est un migrant gratuitement comme ça, en fait gratuitement à bout portant. Et donc c'est vrai que j'inviterai les gens à lire ce livre pour, comme il dit, Soleil Invincible, essayer de nous rendre au moins invincibles, quoi. Merci. Je suis vraiment touchée par ce que je viens d'entendre de la part de Cher et surtout du message en fait qu'il propose à notre jeunesse, que ce soit ici ou que ce soit sur le continent. Je pense que l'espoir finalement n'a pas de frontières, le rêve n'a pas de frontières et c'est important de pouvoir avoir des livres justement qui nous portent, qui portent notre jeunesse et justement qui leur permettent aussi de se dire que oui, on peut rêver, on peut ouvrir le champ des possibles. Donc, et surtout en entendant le profil, le parcours de Cher qui est juste extraordinaire. Je pense que c'est aussi un très bel exemple pour notre jeunesse. Voilà, le message est dit. Quoi qu'il en soit, on vous posera d'autres questions. Je vous en prie, vous pouvez retourner à votre place. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Evelyne Gomis qui va nous parler de cette école Easy Collé et de ce festival Easy Collé Fest qui aura lieu très bientôt ici en région parisienne. Et oui, vous voyez, on a des jeunes, on a des personnalités, des personnes qui font bouger les lignes sur Diaspora Africa. Allez, on poursuit. Moi, je vous propose tout simplement, vous avez des buzzers, on va parler un peu du paludisme. Est-ce que ça fonctionne déjà? Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, mesdames et messieurs. Nous aussi qui êtes à la maison, vous jouez. Donc juste pour rappel, et pour moi c'est très important, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée tous les 25 avril. Et cela a été institué depuis 2007 par l'OMS pour sensibiliser à cette maladie, mobiliser les ressources et soutenir les pays touchés. Et elle vise à informer sur le fardeau du paludisme, encourager les actions de prévention, de traitement et mettre en lumière les progrès et les défis restants pour l'éliminer. On est heureux qu'en France, on ait une grande association qui s'appelle Esprit d'Ébène qui lutte, qui essaye de mobiliser, qui essaye d'informer, qui essaye d'éduquer autour donc, du paludisme. Alors, question, mesdames et messieurs, quel est le principal symptôme du paludisme? Normalement, La fièvre. Franchement, bravo. C'est la fièvre avec des frissons. Frissons. Voilà, exactement. Fièvre et frissons. Très bien, on va continuer rapidement. Quel est le continent le plus touché par le paludisme, bien sûr? Le nôtre. Exactement. Le nôtre, ah non, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Le nôtre, ce n'est pas un continent. L'Afrique. Pas ici. Là, effectivement, c'est l'Afrique. Effectivement, c'est l'Afrique. Non, fierté d'appartenance oblige. Exactement. Alors, rapidement, quelle méthode de prévention est la plus courante contre le paludisme? Moustiquaire imprégné. Oh, mais qu'est-ce qui se passe par là? Effectivement, c'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés. On espère que bientôt un vaccin verra le jour, même si on voit qu'il y a pas mal de tentatives, il y a pas mal d'essais, certains concluants ou un peu moins. Bon, en tout cas, on espère que ça va bouger. Et donc, et dernière question, le paludisme est causé par quoi? Un virus? Rhinophère femelle. Ouais, okay. Par quoi? Rhinophère femelle. Oui. Moustique. Mouche 7C. Non. Mouche 7C, c'est trypanosomiase. Paludisme, c'est rhinophère femelle. C'est pas le 7C? Non, c'est un Non, mais moustique. Baba. Non, mouche 7C, c'est trypanosomiase. Ah oui. Paludisme, Moustique, c'est moustique. c'est rhinophère femelle. Moustique, Baba. ouais, moustiquaire. Donc pour toi, c'est les mouches qui donnent le paludisme. Non, si c'était ça, ce serait très inquiétant. Effectivement, ce sont les moustiques. Moustique, Exactement. C'est toujours les femelles d'ailleurs. Oh, on va sur ce débat-là, s'il vous plaît. Le paludisme est causé par un parasite aussi, donc du genre Plasmodium. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez quelques informations contre le concernant le paludisme. Donc encore une fois, le 25 avril, c'est la journée mondiale contre le palu. Allez, on poursuit cette émission avec vous, monsieur Baba Deme. Alors oui, vous le savez, dans cette émission, on essaye de mettre en avant, déjà, de faire venir donc, des personnalités issues des diasporas ou qui travaillent avec le continent africain, mais aussi on essaie de mettre en lumière ces profils, ces innovateurs, ces personnes qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Et là, Baba nous propose d'aller au Kenya, c'est bien ça? C'est bien ça. Allez, Baba, on vous écoute. Alors oui, aujourd'hui, nous mettons en lumière deux inventeurs autodidactes. Il s'agit de deux cousins de 30 ans, qui s'appellent David Gatou et Moses Kiuna.
Alors, ils vont surtout améliorer la vie des personnes amputées. Donc, si je vous pose peut-être à Cher une question, bon, je pense que vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont inventé pour ces personnes? Des sortes de prothèses? Voilà, un bras, effectivement, c'est une sorte de prothèse, une prothèse bionique contrôlée par le cerveau. C'est au niveau des bras. Alors, il s'agit d'un bras biorobotique, qui est déjà une prouesse en soi, conçu à partir des déchets électroniques récupérés dans les décharges autour de Nairobi. Et ce bras capte les signaux cérébraux via un casque, les traduit en commandes électriques et les transmet à la prothèse en moins de 2 secondes. En gros, c'est-à-dire que si vous le voyez à l'image, si vous voulez commander de serrer un verre, par exemple, en 2 secondes, le bras biorobotique s'exécute. En plus de cela, vu que c'est des produits, ce sont des déchets électroniques récupérés, le prix est tout à fait abordable dans un pays où les prothèses importées sont hors de prix pour la majorité de la population. Alors, ces autodidactes, comment ils ont commencé? Donc, pendant leur parcours, ils ont abandonné leurs études faute de moyens financiers. Alors, ils ont trouvé leur propre laboratoire. C'était le grenier de chez leur grand-mère, où c'était rempli de livres scientifiques et d'outils récupérés. Ils se sont formés donc en neurophysiologie, en lisant les ouvrages et en consultant des médecins. Et de plus, David et Moses ne se contentent pas d'inventer, ils inspirent. Ils vont dans les écoles locales, ils encouragent les jeunes à rêver grand malgré leurs défis. Donc leur message est clair, l'innovation n'a pas besoin de ressources infinies et c'est pour ça qu'ils ont pu créer ça. C'est juste par rapport à leur histoire et le fait qu'ils essayent cela, en tout cas à répondre à des besoins locaux, qu'on les met en avant et en honneur ici sur Diaspora Africa et sur cette rubrique qui s'appelle Ils font l'Afrique. Merci beaucoup Baba Deme. Très important cette mise en avant. Est-ce que vous connaissiez? Non, je pense que c'est un hommage ou un honneur largement mérité, d'autant plus que là, on parle encore de jeunes avec des conditions, qui travaillent dans des conditions rudimentaires et qui parviennent à réaliser de belles prouesses scientifiques. Donc, je pense que ça rappelle encore une fois tout le potentiel de notre continent et encore une fois tous les horizons du possible. C'est très important. Franchement, ça vous parle, quoi qu'il en soit, pour vous qui avez une école, qui essayez de pousser les jeunes afrodescendants? Absolument. Je ne connaissais pas du tout non plus et c'est vraiment inspirant, franchement. Moi, j'aime toujours dire qu'on apprend de tout le monde, peu importe l'âge. Et là, franchement, ce sont des modèles, ce sont des exemples. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est qu'ils ont cet esprit de transmission. Donc, ils vont dans les écoles, etc. Et je trouve que c'est vraiment important en termes de représentation, c'est-à-dire qu'on a une représentation qui est proche de nous, proche de la tranche d'âge finalement de ces jeunes-là. Donc je trouve ça absolument magnifique. On valide totalement ici sur le plateau de Diaspora Africa. Je voudrais juste aussi ajouter une chose, c'est que ça interpelle aussi nos gouvernements parce qu'on sait que derrière, c'est une sorte de storytelling qui est très agréable, mais à présent que des jeunes parviennent à réaliser cette prouesse, je pense qu'il faut les retrouver aussi à mi-chemin pour pouvoir faire quelque chose de plus consistant ou de plus significatif de ce qu'ils ont déjà entrepris. À l'échelle continentale. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'objectif un peu de Diaspora Africa, c'est de mettre en avant, de montrer, parce que souvent on va dire on ne savait pas, on ne connaissait pas, on n'avait pas vu. Et bien là, voilà, en mettant en avant donc ces profils, en mettant en avant leurs initiatives qu'ils font avec leurs propres moyens, et bien on montre que c'est possible, mais qu'ils ont besoin d'être soutenus, parce que sinon ils vont être happés par notamment les Américains qui commencent à vous prendre déjà là. Monsieur Bamba Ndiaye. On verra dans quelques années. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'aller en Tanzanie avec notre cher Mr. L, notre cher aussi, bien sûr, Evelyne Gomis va nous rejoindre. Mais tout de suite, allez, Tour d'Afrique, nous posons les valises en Côte d'Ivoire. Et oui, où des chaussures de pauvres sont devenues un symbole pour la Côte d'Ivoire. Allez, on regarde et puis on revient. Pratique, économique et durable, la léquet, sandale en plastique aussi appelée méduse, se retrouve quotidiennement aux pieds de nombreux Ivoiriens. Popularisées par les danseurs de Zouglou dans les années 80, ces chaussures ouvertes en plastique, résistantes à l'eau et à bas prix, sont devenues un symbole de l'identité culturelle ivoirienne. Depuis le temps de nos mamans,
Jusqu'à présent, on est dedans. Bon, le leket, franchement, ça sort bien. Ça sort très bien même. Et puis, même les gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent, c'est pour les leket aussi. Les plusieurs personnes portent, les femmes comme les hommes, tout le monde porte. Le leket, c'est un truc que les jeunes, c'est les jeunes qui aiment beaucoup quoi en fait. Parce qu'ils prennent pour jouer ballon, ils prennent pour promener avec ça aussi dans les quartiers et tout, même partout où tu parles avec. Donc c'est un truc que c'est bien. J'ai opté pour cette paire de chaussures parce que dans le domaine où nous sommes actuellement, le domaine du travail, on ne peut pas être assis en souliers, il faut des chaussures adaptées comme ça, comme les lekers, pour pouvoir aller plus loin. Lorsqu'il pleut aussi, on peut marcher sans problème. Voilà, il n'y a pas de risque, oui c'est très bon. On adore le leket parce que le leket, quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le leket. Donc voilà pourquoi on adore le leket. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le leket. Voilà, on porte, on joue maracana, on fait tout avec ça. Même à l'école, on va avec ça, à la présidence, ils prennent le leket à la présidence. Il n'y a pas de problème. Dans les administrations, on porte le leket, on rentre là-bas, il n'y a pas de problème. Vendu sur les marchés ivoiriens depuis une trentaine d'années, aujourd'hui même des marques de luxe en proposent dans leur collection. En Côte d'Ivoire, la leket a de beaux jours devant elle. Voilà, les lekés. Qui connaissait le main? Oui, qui en a déjà porté? D'accord, très bien. Bah ouais, pour le coup, c'est pas que ivoirien. Donc l'Afrique entière et les Africains entiers sont touchés par cette mode. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir notre deuxième invitée. Elle s'appelle Evelyne Gomis, fondatrice de Easycolé, donc une école qui est destinée aux afrodescendants. Allez, on l'accueille. Bienvenue à vous, Evelyne Gomis. Alors, nous sommes très, très heureux de vous avoir ici sur le plateau de Diasp Africa. Alors, beaucoup de choses ont bougé depuis la première fois qu'on vous a accueilli. Alors, il faut savoir que vous êtes une des seules écoles ici en France. Je crois que c'est la seule école, peut-être, voire en Europe. On peut presque le dire. Et vous avez décidé de créer cette école, tout simplement, qui est destinée donc, aux afrodescendants, afin de leur inculquer donc, des valeurs, déjà, c'est très important, et surtout, eh bien, peut-être orienter leur éducation d'une manière où ils s'approprient aussi leur propre histoire, ils grandissent avec leur propre histoire, leur fierté d'être africains, et puis finalement, ça va leur ouvrir un boulevard de compétences, d'envie, de velléité. Alors, on vous écoute. Pourquoi Easycolé? Pourquoi avoir décidé de créer cette école-là? Dites-nous. Tout à fait. Déjà, merci beaucoup de me recevoir à nouveau à Aïssatou. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, effectivement, Easycolé, c'est ça. Easycolé, c'est une expérience éducative qui va un petit peu à 360 du système scolaire qu'on connaît. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter aux enfants afrodescendants une base, un socle sur lequel ils peuvent vraiment s'appuyer pour pouvoir se développer, aussi bien en termes de savoir, donc en termes de connaissances, mais également en termes de savoir-être et de savoir-faire. Vraiment leur apporter tous les outils, toutes les billes qui vont leur permettre de pouvoir se dire qu'ils ont finalement la possibilité de rêver, la possibilité d'aller là où ils ont envie d'aller, la possibilité justement d'avoir ce mindset-là de oui, je peux réussir, peu importe que je sois de la diaspora ou du continent. Pour le coup, chez Easycolé, on s'adresse principalement donc, aux enfants de la diaspora. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, OK, je grandis, je suis en France ou je suis en Europe. On a des enfants qui sont en Europe. Vraiment de se dire, ma couleur de peau n'est pas un souci, ma culture n'est pas un souci. Au contraire, je m'appuie sur cela. Je renforce mon estime de soi justement en me disant qu'il y a eu des héros, que je connais les royaumes africains, que je connais finalement même ces inventeurs-là qu'on a vus juste avant qui ont des ressources extraordinaires. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir dire aux enfants qu'eux-mêmes sont capables, qu'ils ont de la valeur et qu'ils peuvent aller absolument là où ils veulent. Bien sûr, mais c'est très important parce que c'est vrai que
Quand on a des enfants, notamment nous qui sommes afrodescendants, on va se focaliser sur oui, il faut apprendre à compter, il faut apprendre à lire, mais il y a une base d'abord, à savoir il faut apprendre à être fier de ce que tu es, parce que quand on vit dans un pays qui finalement originellement n'est pas le vôtre, eh bien forcément il y aura voilà, il y a des petites faiblesses qu'il faut pallier. Et je pense que le mindset, c'est la première chose qu'il faut inculquer à nos enfants, à savoir, on va peut-être vous dire que vous n'êtes pas à votre place, mais vous êtes à votre place. Vous êtes issu d'un grand continent avec des grands royaumes. L'Afrique, c'est ça, l'Afrique, c'est ça. Et pour le coup, avec ce mindset-là, finalement, eh bien, le champ des possibles est élargi, quoi. Il est illimité. Et en fait, c'est exactement ça. C'est de se dire, donc les maths, l'histoire géographique, etc., c'est très bien. Mais avant tout, on a tous la volonté que nos enfants réussissent dans la vie. Mais on réussit dans la vie non pas parce qu'on a par rapport à ce qu'on apprend fondamentalement à l'école, c'est bien, ce sont des outils, mais c'est d'abord l'individu, c'est d'abord l'être. Donc il est extrêmement important de pouvoir accompagner les enfants sur leur estime de soi. Se dire que j'ai de la valeur, je peux faire les choses, je peux aller là où je veux. Évidemment, donc nous sommes dans un pays où pour les personnes qui vivent en Europe, qui ont grandi en Europe, où on a affaire à des communautés qui sont diverses, on a un système qui est celui qu'il est. Donc, au lieu de se dire qu'on se plaint et qu'on est un petit peu victime de ce système, entre guillemets, de se dire non, moi je donne toutes les armes à mon enfant pour qu'il sache quelle est sa valeur, pour que même face à l'adversité, il se dise ok, bon, celui qui est en face, il peut avoir l'opinion qu'il a envie d'avoir, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour autant que ça va me freiner dans mes ambitions, ce n'est pas pour autant que ça va me freiner dans le parcours que j'ai envie d'avoir. Donc vraiment avoir ce socle-là de se dire bon oui, je connais ma valeur et je connais la valeur de ma communauté, de mon peuple, exactement. De se dire que oui. J'ai pas besoin d'être validée par autrui pour pouvoir se dire ok, je suis bien. Alors pour le coup, pour être concret et pour les personnes qui nous regardent, quelles sont les matières entre guillemets que vous transmettez, que vous apprenez aux enfants ? Alors, donc, on a déjà donc, une pédagogie qui est particulière, qui permet vraiment aux enfants de pouvoir donc, s'intégrer, s'inclure dans leur apprentissage. Ça, c'est très important. Donc, on va aborder bien évidemment tout ce qui va être donc, histoire et culture afro-caribéenne, la diversité de nos cultures. Donc, l'Afrique, ce n'est pas une seule culture uniforme, c'est un tas de cultures qui se complètent. On va apprendre donc, tout ce qui est donc, le relationnel, pouvoir interagir correctement avec les gens, la conscience de soi-même, de son être. Et on va également aborder des thématiques qui ont une valeur ajoutée, qui vont aider les enfants sur leur parcours donc scolaire et professionnel. Donc à savoir, par exemple, donc, tout ce qui va être sur la gestion de projet, l'entrepreneuriat, la gestion financière, toutes ces petites billes qui finalement, quand on les apprend tôt, ça nous permet vraiment d'avoir une assise et de pouvoir avancer, naviguer avec plus de facilité dans la vie. Donc pour le coup, à qui s'adresse donc cette école ? Qui est la cible ? Quel âge ? Quelle tranche d'âge ? Donc, on accueille des enfants qui sont principalement afrodescendants et qui sont âgés de 5 à 18 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur apporter, justement, comme vous le disiez, donc, ce que l'école classique ne leur apporte pas, qui puissent vraiment se développer leur savoir-être, développer des compétences de collaboration. C'est vrai que dans le système scolaire classique, on est un petit peu plus sur de la compétition. Et là, on apprend justement à collaborer, on apprend à prendre sa place aussi dans un groupe, tout simplement. D'accord. Alors, vous organisez un Luisécolé Fest, donc le 26 avril prochain. À quoi allons-nous à quoi devons-nous nous attendre ? À beaucoup de choses. Luisécolé Fest, c'est vraiment le festival qui est fait pour rassembler les familles. Quand je dis les familles, je parle vraiment les familles au sens large. On sait que chez nous, les Africains, le voisin, c'est tonton, le cousin de la tante, etc. C'est quelqu'un qui peut être proche. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rassembler autour de nos cultures et également autour de l'éducation, donc qui est le sujet phare d'Luisécolé, dans un cadre festif, dans un cadre où on est ensemble, on partage, on danse, on chante, mais on a également la possibilité d'avoir donc des ateliers qui nous permettent vraiment de renforcer les liens. En tout cas, ça donne envie, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Si vous êtes en région parisienne, eh bien, le 26 avril, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre ce magnifique festival. Et puis, si vous souhaitez tout simplement enrôler vos enfants dans une école qui en vaut la peine, qui donne les outils, les armes nécessaires pour que vos enfants puissent se développer convenablement,
et aille encore plus loin que vous l'espérez peut-être, comme notre cher master qui est là chez Bamba Ndiaye, eh bien n'hésitez pas peut-être à rejoindre l'aventure avec Easy Collé, donc l'école Easy Collé. Donc merci beaucoup à notre chère Evelyne. Peut-être rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Forcément, vous êtes séduit par l'idée, par le projet. Je suis émerveillé. Je vous vois bouger, gesticuler, magnifique. Non, je suis vraiment émerveillé parce que déjà, ça me rappelle une citation de Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et là, l'éducation est littéralement alliée à une autre grande bataille qui est la culture. Donc je pense que le fait d'asseoir cette éducation sur la base autour de la culture permettre aux gens d'avoir un certain mieux-être avant même d'aller à la conquête du monde, c'est quelque chose de primordial. Et l'autre chose qui me séduit parmi tant d'autres, c'est l'ouverture aussi aux Caraïbes. Et je pense que aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique et de ses diasporas, je pense que les Caraïbes font partie intégrante de l'Afrique et je suis très content qu'à Easy Collé, vous fassiez ce clin d'œil ou en tout cas cette ouverture vis-à-vis des Caraïbes également. Merci beaucoup, merci, je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à taper Easy Collé si vous souhaitez plus d'informations. Et puis, bien sûr, Cheikh Bamba Ndiaye est avec nous avec son livre et Soleils Invincibles. Allez, on continue cette émission. Le moment est arrivé pour l'agenda des diasporas. Vous ne savez pas quoi faire le week-end, en semaine, avec vos amis, en amoureux, etc., etc. Eh bien, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti, on regarde l'agenda des diasporas. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors, on va faire une courte pause, vous avez le temps de choisir votre prochain événement. Et puis après, on revient avec nos invités, à savoir Evelyne et Cher. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Mesdames et messieurs, de retour pour la deuxième partie de votre émission Diaspora Africa. Nous avons la chance d'avoir deux grandes personnalités, à savoir Evelyne Gomis et son école Easy Collé et son festival Easy Collé Fest. Et Cheikh Amadou Bamba Ndiaye qui est venu ici nous présenter son livre qui est là, Soleils Invincibles, aux éditions Présence africaine, un livre qui parle bien de ces jeunes qui décident de partir en aventure, mais à l'aventure. Mais quoi qu'il en soit, il parle à tous, mesdames et messieurs, espoir, espoir, que du positif dans ce livre, écrit par Cheikh Amadou Bamba Ndiaye. N'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, un livre et un événement le 26 avril. Allez, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Anna, qui va nous pitcher un petit peu l'événement qui aura lieu au Cameroun. Oui, le SINAC, le Salon de l'audiovisuel au Cameroun. Et pour le coup,
ça nous parle forcément vu que nous sommes à la télé. Et puis, à la fin, il y a Laura de Kinshasa qui nous envoie une question voilà, qu'on va devoir débattre ici sur le plateau de Diaspora Africa. Mais tout de suite, moi, je vous propose d'aller avec vous, mon cher Mr. L. Et avec vous, on va en Tanzanie. C'est parti pour Us et coutumes d'Afrique. On aime ça. Oui, alors on part dans le nord de la Tanzanie, près du lac Eazi, dans la région d'Arusha, pour retrouver un peuple primitif. C'est l'un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs d'Afrique. C'est une petite population, ils ne représentent que 1300 individus, mais qui vivent encore un petit peu depuis des centaines d'années, toujours un petit peu avec le même mode de vie primitif, quoi. C'est-à-dire chasse et cueillette. Et ce que j'ai trouvé original, c'est leur façon de chasser le miel, en fait, en quelque sorte. Parce que c'est une association entre les individus et un petit oiseau qui s'appelle l'oiseau indicateur, qui est un petit oiseau avec un bec rouge-rose, qui, par des bruits distinctifs, va indiquer l'endroit où se trouvent les essaims aux hommes, quoi, en fait. Et donc, du coup, les hommes vont suivre, ça arrive pratiquement toute l'année, mais surtout à la période sèche où il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Et le miel est un mets très recherché chez eux, beaucoup plus même que la viande. Parce que c'est aussi une occasion de partager avec les autres. Donc en fait, l'oiseau indique par des bruits distinctifs l'endroit, et puis les hommes y vont, et puis ils récoltent le miel. Et c'est aussi un rite initiatique pour les jeunes. Parce que ça demande une certaine bravoure, notamment de pouvoir grimper aux arbres, de pouvoir gérer la cueillette, puisque la récolte du miel, puisqu'il faut maîtriser les abeilles en brûlant des feuilles sèches pour enfumer les abeilles et récolter le miel. Et ensuite, il y a un partage avec les membres de la tribu, mais en même temps aussi avec l'oiseau, parce que l'oiseau, il a un intérêt là-dedans. C'est pour ça qu'il fait ça. Il fait ça parce que lui, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant, dans la mesure où il y a une sorte d'association entre un animal et un être humain, un animal éloigné, puisque ce n'est pas des mammifères, c'est un oiseau, en fait. Et puis vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et puis le miel, c'est partout en Afrique, on récolte, mais il y a cette manière originale chez les Hadza de récolter le miel. Voilà. Exactement, bravo. Franchement, c'est une belle découverte. Est-ce que vous connaissiez éventuellement? Pas du tout. Non, je les découvre et je me réjouis aussi de cette intelligence sociale, ou en tout cas écologique, que ces peuples, moi, que je ne qualifierais pas de primitifs, mais d'authentiques, que ces peuples authentiques parviennent à conserver. C'est des façons de vivre qui sont très importantes. Et je pense que c'était une belle aventure pour notre très cher ami que d'aller être l'hôte de ce beau peuple. Et primitif, c'était pas péjoratif dans ma bouche. Oui, je sais. Justement, c'est même mieux pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment conservé un mode de vie ancestral, voilà, oui. et en résonance avec la nature. Oui. Et je sais parfaitement que ce n'est absolument pas péjoratif de votre bouche. Mais c'est surtout l'idée de, comme c'est un terme parfois qui a pu être en sciences sociales en particulier, qui a pu être un peu connoté, mais je pense que c'est de belles façons de vivre qui rappellent aussi la diversité de nos populations, et je pense que effectivement qu'ils nous ouvrent davantage leurs portes pourrait être très intéressant. Et Evelyne, on va vous inviter à aller chasser le miel, ça vous dit, avec le petit oiseau? Ah, moi, j'ai bien envie d'apprendre. Hein. Franchement, moi, je suis émerveillée par cette connexion-là avec la nature. Donc, je vais prendre mon petit sac à dos là, de touriste et puis on va aller ensemble chasser le miel. Merci beaucoup, Mr. L, pour cette belle découverte. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Nous sommes presque au terme. Dans un instant, il y aura le petit débat à la fin avec la question posée par Laura de Kinshasa. Mais tout de suite, eh bien, moi, je vous propose donc rapidement, vous avez des buzzers. Alors, question rapide. Franchement, l'Algérie a-t-il toujours été considérée comme le plus grand pays d'Afrique? Oui, non, peut-être? C'est une question piège. Ça a toujours été considéré. Je pense pas, parce que c'est suite à l'indépendance seulement, avec le rattachement en fait, d'une grande partie du Sahara, etc., par la France. Non. Ah, ça a toujours été considéré. D'accord. Rapidement. Yes. Ça a toujours été considéré comme le plus grand pays d'Afrique. Oui. D'accord. Eh bien, vous avez tort.
Voilà. C'est bien. Hein. Vous avez tort, mais je ne le savais pas non plus. Eh bien, il faut savoir que jusqu'en 2011, avant sa division, eh bien, le Soudan était tout simplement le plus grand pays d'Afrique. Et donc, depuis la création du Soudan du Sud, eh bien, ce pays a été divisé en deux. Et maintenant, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Et c'est tout récent, 2011. Voilà. J'ai appris aussi, je ne le savais pas, et maintenant, nous le savons tous. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici sur le plateau notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Anna. Elle vient ici nous parler d'un super projet qui nous concerne tous. Oui, on va parler d'audiovisuel. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, prévu jusqu'au 1er mai. Allez, on l'accueille, s'il vous plaît. Alors, ravi encore une fois de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, il faut savoir que Anna est une grande dame des médias, grande réalisatrice panafricaine qu'on peut vraiment applaudir. Merci. C'est vraiment un honneur de vous avoir ici sur le plateau et j'espère qu'on vous aura plus souvent parce qu'on a besoin de talents comme vous avec nous sur le plateau. Vous sillonnez le continent africain. On a la chance de vous avoir happé pendant votre escale ici à Paris. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ce salon donc, qui aura lieu au Cameroun. Et bien sûr, vous allez participer. Vous êtes une grande ambassadrice de ce salon, donc le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Alors, nous, on veut savoir quels sont les objectifs de ce salon. Alors, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, c'est un salon panafricain qui réunit les experts de l'audiovisuel et d'Afrique et de sa diaspora, et aussi tous ceux qui sont concernés par l'audiovisuel, que ce soit des Français, des Européens, des Américains et autres. Ça réunit vraiment tout le parterre au Cameroun. Depuis 2022, Yolande Bodian, qui est la promotrice, on a beaucoup échangé et a eu l'idée de lancer ce salon, mais vraiment en Afrique et pour les Africains, pour qu'il y ait ces échanges stratégiques à l'ère où le continent africain est de plus en plus regardé par tous. Bien sûr. Donc très important, comme vous l'avez dit, c'est un salon ouvert à tous, aux Africains, au monde entier, pour montrer bien, voilà, ce qui va se passer dans l'audiovisuel africain et sur le continent africain. On insiste sur le continent africain parce que oui, il faut faire en sorte qu'il y ait des tournages sur le continent africain. Il faut qu'on développe aussi notre industrie donc, cinématographique, audiovisuelle sur le continent africain parce que voilà, on veut l'argent de Hollywood quoi, aussi, n'est-ce pas? Oui, mais surtout c'est qu'on est en ère où on est en pleine réappropriation du narratif, à l'ère du numérique, des nouvelles technologies. Ce salon, dont la thématique cette année porte justement sur la révolution numérique, l'IA et la TNT sur le continent africain. Il s'agit pour nous non seulement d'outiller les professionnels sur place, que ce soit des créateurs de contenu, des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs et autres, de les outiller avec tout ce qui est numérique à ces jours. Mais on ne s'arrête pas là. Il y aura au cours de ce salon une dizaine de conférences stratégiques sur la réflexion sur un nouvel modèle économique intra-africain, sud-sud, des synergies qui pourraient se faire entre des diffuseurs, des producteurs et autres de l'Afrique pour pouvoir justement permettre la création de contenus de qualité et compétitifs sur le plan international. On a l'idée d'être dans le local, donc on produit localement, mais avec des standards internationaux. Donc on aura des conférences pendant ce salon. On aura aussi des masterclass, mais aussi on invite tous à venir rencontrer les experts parce qu'il y aura différents experts, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'IA, qui nous viennent de France, qui nous viennent de Belgique, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Guinée, du Sénégal, qui seront présents. Donc, à côté des masterclass, on a organisé des formations qui auront lieu tous les jours. Et on invite vraiment le maximum de personnes à venir sur ce salon. Magnifique, en tout cas, ça donne envie. Et vraiment, j'insiste sur ce point-là. L'industrie du cinéma est primordiale. On doit se l'approprier parce que, ça rapporte, ça génère énormément d'argent.
Et 2, effectivement, raconter nos propres histoires avec des standards qui nous permettent d'être véhiculés un peu partout dans le monde entier. C'est primordial pour le développement à long terme du continent africain. Justement, on a fait venir le docteur Massamba. Vous connaissez Massamba Gueye, le Sénégalais, qu'on ne présente plus. Et on a le docteur Mastasila qui sera présent. On a Aïcha Maki, qui est une réalisatrice nigérienne qui fait partie de l'Académie des Oscars, qui sera présente. Vraiment du beau monde sera là et vraiment on invite tous les téléspectateurs, toutes les personnes ici sur le plateau à nous rejoindre dans cette belle aventure donc au Cameroun. Et puis ça nous permettra de découvrir ce pays. Apparemment, il est beau. Apparemment. Le continent miniature. Voilà. Merci. Moi, je n'ai pas vu. Tant que je n'ai pas vu, je ne dis rien. C'est le continent. On vous invite tous au continent. Je n'ai pas vu. Allez, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Anna. Vous restez avec nous. Nous sommes au terme de cette émission. On va rapidement répondre à la question de Laura de Kinshasa, qui est une question très importante, très intéressante pour le coup. On va régler nos comptes ici sur le plateau. Alors, question. Le rôle des aînés dans les familles africaines modernes. Est-ce que ce rôle est toujours central? Vous en pensez quoi? Pour le coup, c'est une vraie question. Le rôle... En plus, il y a une différence. Quand c'est une fille, quand c'est un garçon, etc., etc. Voilà, vous en pensez quoi? Evelyne? C'est une question très intéressante. Effectivement, je pense que entre hommes et femmes, il y a justement cette distinction que vous avez faite. Je pense que cette posture d'aîné, elle a un petit peu tendance à disparaître, enfin, en tout cas du point de vue que moi j'ai, principalement chez le garçon. C'est vrai qu'on a eu des expériences où justement le fils aîné se positionne vraiment en chef de famille ou en petit papa, celui qui va prendre la relève. Et donc j'ai l'impression que ce rôle-là, il a un peu tendance à disparaître. Et par contre, donc, on a toujours ce rôle de la grande sœur, de la fille aînée qui porte les petits frères et sœurs. Bien sûr. J'ai l'impression que ça, c'est beaucoup plus ancré. D'accord. Vous en pensez quoi? Est-ce que le rôle des aînés, le rôle du grand frère ou de la grande sœur a toujours cette place centrale dans une famille? C'est une question très difficile, mais je dirais que ça persiste quand même. Ça perdure. Moi, je pense que ça persiste et surtout, ça garde son sens parce que on se rend compte que le droit d'aînesse, parfois, certains pensent que c'est une question de privilège, mais je pense que c'est une question de responsabilité et on a vu Est-ce que c'est pas les deux, tout simplement? Parce il y a des privilèges et certains qui en abusent, mais moi, de ce que je sais, c'est plus le poids de la responsabilité quand même qui prime. C'est un rôle très délicat parce qu'on est censé montrer l'exemple. Parfois, s'il y a des défaillances au niveau des parents, c'est à l'aîné de prendre un peu le relais. Donc, je pense que c'est un rôle qui est très primordial et un rôle auquel on gagnerait à continuer à s'attacher. Bien sûr, c'est dans très la important. mesure où ça peut quand même permettre une pérennité ou une stabilité au niveau de la famille. Anna, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est important qu'on garde ce rôle d'aîné. J'en suis une. Dans nos cultures africaines, l'aîné a une place, sachant que les cultures elles sont différentes d'un pays à l'autre, et même dans un pays elles sont encore très différentes. Mais on devrait peut-être un peu revoir le modèle et la place qu'on donne à ce rôle, parce que à cet aîné, parce que la charge mentale que pourrait avoir celui qui est aîné peut vraiment totalement perturber son propre devenir. Exactement, et être pénalisant pour lui. Cette distinction entre son rôle dans la famille et son rôle en tant que personne, individu, etc. Et effectivement, rapidement, Baba et Mr. L. Moi, c'est le mot moderne là, qu'elle a mis dans les familles modernes. Est-ce que ça perdure pour le coup? C'est un peu ça. Et je suis en train d'aller un peu dans le sens de Evelyne. Malheureusement, il y avait parce que l'aîné, c'était celui qui était écouté, quoi qu'il en soit. Dès qu'il envoyait quelqu'un, c'était l'autorité aussi. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les valeurs dans les familles modernes, dans certaines villes africaines, c'est l'argent, quelque part. Donc, celui qui amenait, c'était celui qui était le plus écouté.
Et si l'aîné n'avait pas ça, donc il perdait. Donc il y a ce petit côté. Merci beaucoup, Baba. Effectivement, c'est un point très important que vous soulevez là. Et pour finir. Pour moi, il y a une érosion avec l'occidentalisation. Hein. C'est un peu le problème toujours qu'on rencontre un petit peu dans tous les domaines, et y compris pour cette coutume-là. Mais moi, je pense que oui, il faut absolument garder ça. Je suis aîné aussi, mais je pense qu'il faut garder ça dans la mesure où il faut toujours avoir un peu de respect pour ceux qui nous ont précédés, qui ont pris le chemin avant. Tous les aînés disent la même chose finalement. Oui, voilà. Il faut que ça perdure. Chapelle, en fait. Il faut que ça perdure. Parce que voilà, c'est pour ça que non, mais c'est pour ça. Les privilèges, ils les ont, mais ils en ont pas parlé sur le plateau. J'ai pas de responsabilité. On en reparlera, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci à nos invités, Evelyne Gomis, ainsi que Cheikh Amadou Bamba Diaye avec son livre Les Soleils Invincibles. Merci à Baba ainsi qu'à Mister L. Et surtout, merci à vous, Anna, pour votre magnifique festival. Femme qui aura lieu donc au Cameroun, incessamment sous peu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Jazz Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.